Le COMEX, épisode 1, LFP, le crash du siècle. Bonjour à toutes et à tous, nous enregistrons cette émission ce mardi 10 septembre, quelques heures seulement après la réélection du président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, réélu avec un score de dictateur puisqu'il a été élu avec près de 86% des voix face à son unique adversaire, Cyril Linette, repêché en dernière minute par la ministre des Sports démissionnaire et donc finalement en incapacité de faire bouger les lignes. Une élection qui intervenait dans un cadre électrique à l'heure où le football français tente encore de se dépatouiller des conséquences catastrophiques des crises Covid, Mediapro et désormais DAZN, sans oublier la gestion hasardeuse de ses dirigeants que la quasi-totalité des suiveurs de football semblait vouloir évincer, mais qui s'accrochent inlassablement à leur pouvoir. Florian Lisca est avec moi pour m'accompagner sur ce premier épisode de la saison. Pour commencer, Flo, pour que l'ensemble des auditeurs comprennent les conditions dans lesquelles se sont jouées ces élections, est-ce que tu pourrais nous retracer les différentes étapes et les différentes échéances auxquelles ont fait face les candidats pour pouvoir se présenter? Mais bien sûr, une élection en plusieurs temps qui, chose folle en cette période politique tourmentée, devait élire et récompenser le candidat arrivé avec le plus de voix. Non, je rigole, puisque le conseil d'administration, en partie élu à la mi-journée, reste tout de même décisionnaire pour l'élection du président. Et ce même si l'AG ne validait pas son choix, comme cela avait d'ailleurs été le cas en 2020. Bref, malgré l'intervention de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra face à la possibilité de voir Cyril Linette, comme les autres opposants à Vincent Labrune, ne pas obtenir les parrainages nécessaires pour se présenter, l'élection de la LFP semble suivre la même voie qu'une nomination de Premier ministre en lendemain d'une dissolution. Le renouvellement démocratique, c'est pas demain, c'était pas hier, mais c'est encore moins maintenant et aujourd'hui. Comme évoqué dans l'introduction, cette élection, elle intervient dans un contexte qui est un petit peu particulier. Est-ce que tu pourrais retracer le fil des dernières semaines, des derniers mois, des dernières années même, pour que nos auditeurs comprennent, les enjeux d'un tel vote? Ouais, alors si la genèse de tout ce marasme trouve sa source bien plus en amont de la crise média pro dans les bas-fonds d'un championnat baigné dans la médiocrité, le début de cette descente aux enfers remonte au 29 mai 2018, jour de l'appel d'offres de la LFP pour les droits du foot français. Un appel d'offres remporté par la société sino-espagnole Mediapro pour un peu plus d'1 milliard d'euros par an. Et c'est alors tout le football hexagonal qui crie au jackpot dans le sillage de Didier Quillot et Nathalie Bois de la Tour, le duo de dirigeants en poste depuis 2016 et la fin du mandat Thiriez, et des présidents de clubs aveuglés par les montants de ces droits télé pour cet appel d'offres record et mirifique pour la période 2020-2024. Mais en plein Covid, alors que l'Europe du foot à l'arrêt forcé bosse et prépare sa reprise, le championnat de France entérine sa suspension à l'inverse de ses voisins. Le Covid, qui frappe durement l'économie des clubs déjà largement dépendants des ventes de joueurs, plonge alors le foot hexagonal dans la crise. Les présidents se disent alors peut-être qu'avec le début du contrat de Mediapro dès septembre, les caisses seront reflouées. Mais ils vont vite déchanter. Dès octobre 2020, Mediapro s'enrhume face aux réticences du public pour s'abonner, ne s'acquittant même pas de ses échéances et demandant à renégocier le contrat. Et c'est alors tout le français qui tousse, lorsque Mediapro met la clé sous la porte dès décembre 2020, annonçant de ne plus payer son dû. Charge alors à la LFP, où Vincent Labrune vient d'être élu président en septembre dans un contexte houleux, de trouver dans l'urgence du cash et un nouveau diffuseur. Pour le cash, l'ancien président de l'OM se tournera en décembre 2021 vers l'ouverture du capital de la LFP au fonds d'investissement CVC grâce à la création d'une société commerciale. 1,5 milliard d'euros, immédiatement censé sauver les finances des clubs contre 13% et finalement même plus des revenus à vie de l'instance. Côté diffuseur, c'est Amazon Prime Video qui récupérera 80% des rencontres de L1 et L2 de Mediapro contre seulement 250 millions d'euros cette fois-ci. Un affront pour Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, vexé d'avoir été écarté au profit du plus offrant, sans même pouvoir renégocier le montant de ses propres droits, malgré une donne nouvelle. Un point de non-retour entre la LFP et la chaîne cryptée qui s'achèvera devant les tribunaux, actant la fin de la relation entre les deux parties. En 2023, alors en pleine quête d'un nouveau milliard promis au foot français, la LFP repousse pourtant d'1 an son appel d'offres faute de résultats satisfaisants. Mais 1 an plus tard, à l'été 2024, pressé par le temps d'une Ligue 1 qui s'apprête à reprendre, la LFP ne cédera ses droits à beIN Sport pour un match et surtout à DAZN, nouvel acteur sur le marché français, pour seulement 500 millions d'euros. Pire, les prix de la plateforme, pourtant bien moins dotés en droits télé que d'autres chaînes sportives, poussent les fans au boycott, alors qu'en Ligue 2, la programmation par beIN Sport des rencontres le vendredi pousse les supporters à se rebiffer, menant au climat délecteur actuel. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un président élu, en la personne de Vincent Labrune, comme on l'a dit. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu son programme, si tant est qu'il y en a un?
Le président sortant, Vincent Labrune, n'aura en fait jamais eu de programme, si ce n'est l'annonce, la veille de l'élection, d'une baisse des prix des abonnements de DAZN tombée dans un timing judicieux et hasardeux. Puis une fois sa réélection entérinée, de l'entrée dans une phase 2 avec une baisse des charges et du train de vie de la LFP, ainsi qu'une baisse de son propre salaire. Alors davantage qu'un programme, on se posera davantage sur son bilan si pauvre. Entre création d'une société commerciale pour permettre la vente des bijoux de famille à un fonds d'investissement censé sauver les clubs de la faillite, le passage de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à 18 clubs, la brouille avec le diffuseur historique, la colère des supporters, des clubs français toujours aussi peu compétitifs sur la scène européenne, et donc un appel d'offres lamentablement raté, nous ramenant près de 20 ans en arrière. Ok, dernière question, Flo. Compte tenu du consensus quasi total qu'il y a contre Vincent Labrune et des doutes qu'il y a quant à sa capacité à mener à bien les objectifs du foot français, est-ce qu'il pourrait y avoir un potentiel retournement de situation dans les semaines à venir? Mais oui, puisque le parquet national financier, le PNF, saisi par l'association anticorruption, a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur la société commerciale de la LFP, et particulièrement, on le disait, sur l'accord passé avec le fonds d'investissement CVC en avril 2020, enfin en fin d'année 2021, début d'année 2022, et la vente de 13% des droits du foot français contre 1,5 milliard, forçant au passage le Sénat à changer le périmètre de sa commission d'enquête en cours, passant de la constitution d'une société commerciale par la LFP à l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel français. Eh bien, merci beaucoup Flo pour cette petite contextualisation. Je vais me permettre désormais de présenter les trois experts que nous avons sollicités pour ce sujet explosif. Malgré son exil du côté de la Castille et Léon, il reste l'un des maîtres à penser de ce podcast. Philosophe de formation, il est aujourd'hui le rédacteur en chef de la revue de l'After, partenaire de ce podcast, mais aussi président du SPDVL, le syndicat pour la destitution de Vincent Labrune. Monsieur Thibault Leplat, permettez-moi de vous introduire aujourd'hui en vous souhaitant un trop joyeux anniversaire. Eh ben, merci, je m'attendais à un cadeau un peu plus, satisfaisant. Finalement, ce sera Empoisonné. oui, bah, finalement, il faudra attendre un peu, mais bon, ça Voilà, viendra. Vous inquiétez pas. très bien. Lui n'a paradoxalement publié aucun bouquin pendant l'été et pour cause, il était trop occupé à tweeter comme un macroniste sur les législatives et les Jeux olympiques. Mais bon, l'été est terminé, JB, tu peux définitivement abandonner ton cap clair que tu t'étais fixé au début de l'été. Content de vous voir, content de te retrouver. Je vois que LFI se porte bien et fort heureusement, il n'y en a pas ici. Oh, ne parle pas Si, si, trop on est deux. vite. On Ne est parle deux. pas trop vite, on est deux, je crois. On est deux. Consultant en stratégie pour des entreprises sportives, que ce soit des marques, des clubs ou des instances, il bénéficie aujourd'hui du statut du petit nouveau du COMEX, qui lui offre un totem d'immunité de vanne pour cette première introduction. Mais crois-moi, François, tu t'en sortiras pas aussi bien dans les prochaines semaines. Sois le bienvenu dans le COMEX, en tout cas. Bonsoir Valentin, merci beaucoup. Et voilà, et Flo, que vous avez entendu, qui est avec nous pour lancer le premier sujet du premier épisode de la saison, la LFP, le crash du siècle. C'est le programme du premier épisode du COMEX. C'est parti. Alors, le format du COMEX évolue un petit peu, mais on garde quand même nos bonnes habitudes. Pour commencer cet épisode, chaque invité aura donc 5 à 7 minutes pour avancer un premier argument qu'il souhaite mettre en avant par rapport à notre sujet du jour. Et aujourd'hui, on va commencer par le boss. Thibaut, tu as suivi de manière plutôt assidue cette élection depuis plus d'un mois, avec pas mal d'infos auxquelles le grand public n'a probablement pas eu accès. Et la première chose sur laquelle tu voulais revenir, c'était l'archaïsme du processus électoral qui incarne en quelque sorte le président qu'il a décidé d'élire. Écoute, oui, quand on veut regarder comment fonctionne, une entreprise ou comment on veut regarder comment fonctionne une organisation, il faut se pencher sur ses statuts, c'est-à-dire sur le règlement intérieur, si je puis dire, de l'organisation qui permet de réglementer, tous les rapports entre les différents, parties de cette organisation. La LFP, c'est un peu particulier parce que c'est une association, mais qui dépend de la Fédération française, qui est en délégation de service public, et qui a donc un règlement, des statuts extrêmement compliqué à comprendre. J'ai passé plusieurs semaines à essayer vraiment de le lire, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois, et j'ai eu du mal toujours à comprendre qui exerce le pouvoir, pourquoi, pour combien de temps, et comment on fait pour le destituer. C'est quelque chose qui est très obscur, et c'est un des points qui me semble assez peu abordé par les débats, et pourquoi je pense que personne ne les a lus, en fait, les statuts, parce que
franchement, il vaut mieux pas les lire parce que tu comprends moins bien après les avoir lus qu'avant les avoir lus. Donc je pense que je conseille à tout le monde de ne surtout pas les lire, sauf si vous êtes magistrat ou avocat, et auquel cas si vous êtes ou alors membre de l'AG. Mais sinon, vraiment, c'est très difficile à comprendre. Juste un détail, la rédaction des statuts a été modifiée en 2022 suite à la dite réforme de démocratisation du sport, la loi de démocratisation du sport votée en 2022 qui a donné lieu aussi qu'on appelle ça, à l'outil législatif réglementaire qui permettait de créer la société commerciale. Bon, bah, par la même occasion, le président de la LFP il en a profité pour, entre guillemets, moderniser, démocratiser, tout ça entre guillemets, les statuts de la LFP, qui ont donné donc lieu à une réduction du nombre, notamment, de membres indépendants dans le conseil d'administration. Et c'est un peu le psychodrame auquel on a assisté depuis 2 semaines. On est passé de 5 à 3 membres. Je vous passe toute la cuisine. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement on est passé de 25 à 17 membres, ce qui fait qu'on a, si on avait un trou qui n'était pas très grand dans lequel on pouvait passer pour s'opposer, par lequel était passée la Brune en 2020, cette fois-ci le trou est grand comme une tête d'épingle et qui est devenu quasiment impossible d'avoir un contre-pouvoir à l'intérieur de cette institution. Et c'est à mon avis le grand point faible. Et je m'étonne toujours que personne n'ait attaqué ces statuts, parce qu'il n'y a pas, dans toutes les institutions c'est prévu, il n'y a pas de contre-pouvoir. Le principe de la démocratie, le principe des organisations démocratiques, soit dans les entreprises. Hein, les entreprises, vous avez dans les grandes entreprises une assemblée générale, l'assemblée générale des actionnaires qui élit le conseil d'administration, et l'assemblée générale peut destituer le conseil d'administration. Le conseil d'administration est responsable pour l'approbation des comptes annuels et un certain nombre de décisions importantes, est responsable devant l'AG. Et c'est un peu ce qu'a dit Bourlian quand il parle de démocratisation et des démocratisations actionnariales. Ça veut dire donc que le pouvoir est à celui qui paye, celui qui est propriétaire d'une partie de l'entreprise. Là, ce qui s'est passé dans la LFP, c'est que, en gros, l'archaïsme vient du fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de démocratisation actionnariale, c'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que les présidents de clubs n'ont pas voix au chapitre. Certains seulement sont membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration est consulté pour un certain nombre de décisions, mais c'est 35 personnes en visio. Enfin, tout ça est totalement ingouvernable. Et donc, en réalité, face à cette espèce d'enfumage général, institutionnel, qu'est-ce qui se passe? C'est que la logique politique se substitue à la logique institutionnelle. Et donc là, c'est la logique de la République des copains. Donc, vous êtes copain avec un tel, vous êtes Caillot, vous créez des instances comme le bureau de la LFP, qui est encore une surinstance qui a été créée par-dessus pour justement résoudre ce problème de gouvernabilité de la Ligue, qui rajoute un nouvel étage, qui rajoute des vice-présidents, qui rajoute des nouveaux votes, ce qui permet d'embrumer tout et finalement d'arriver au résultat auquel on arrive, c'est-à-dire personne ne comprend plus rien, sauf celui qui dirige et qui profite de cette situation-là. Donc l'archaïsme est un vrai problème parce qu'il dissout la responsabilité. Justement, j'allais dire que c'est ça ce que tu appelles le labrunisme. Alors oui, le labrunisme, alors ça fait partie du concept que je voulais introduire, ce concept, et qui va me servir de fil rouge, je pense, dans les 4 prochaines années. Le labrunisme, qu'est-ce que c'est le labrunisme? C'est cette espèce d'enfumage général, d'écran de fumée dans lequel personne ne se retrouve vraiment. Alors on voit un peu qui est là, on voit plus ou moins pourquoi il est là, mais qui n'assume jamais aucune responsabilité, c'est jamais de sa faute, et qu'une espèce d'école, c'est une sorte de sous-macronisme. Non pas que le macronisme soit supérieur, mais le macronisme est lié quand même au départ à une sorte de culte du chef qui était le chef Macron. Là, c'est pas du tout le cas. La Brune, il n'y a pas de culte du chef, c'est plutôt la République des valets. Et donc, c'est le moment où c'est une société de cour, un courtisan, enfin, un courtisan en chef qui est capable d'organiser cette espèce d'enfumage général à travers un flou artistique, un flou politique, un flou institutionnel, un flou dans les décisions. On voit bien qu'aucune décision n'est assumée. C'est toujours la faute des autres. Et quand elle est assumée, elle fait de la peine. On se justifie jamais sur un point de vue rationnel. On dit j'ai de la peine, donc vous avez tort. C'est une sorte de sophisme un peu étrange. On déplace la charge de la preuve à celui qui, non pas à celui qui est mis en cause, mais celui qui doute. Et donc moi, sur cette question-là, pourquoi les responsabilités? Le labrunisme, c'est quoi? Je découvre le labrunisme en discutant avec les présidents, en discutant avec des gens qui entourent et qui travaillent dans la LFP. C'est une sorte de despotisme doux, de monarchie molle,
dans laquelle chacun trouve un peu ce qu'il veut, et qui permet ensuite à la fin, face à ce flou artistique, de ne jamais assumer aucune décision. C'est ça le labrunisme. C'est pour moi, c'est une sorte de grande école de l'irresponsabilité. Je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'on peut même parler de sous-délégation de service public du macronisme. Je pense que c'est un bon terme pour, parler de l'abrunisme. JB n'est pas convaincu. Mais justement, JB, maintenant qu'on a évoqué un petit peu l'archaïsme de cette élection et qu'on a commencé à évoquer aussi le fonctionnement, de la ligue en interne, toi, tu voulais justement aussi évoquer cet aspect-là de ce côté, qui sont les différents intérêts des décideurs, de la LFP, évidemment Vincent Labrune en tête et qui représente selon toi une forme de danger. Alors effectivement, à la suite de Thibaut, moi je voulais vous parler de ces mots qu'on emploie dans les grandes instances et les grandes organisations sportives, les mots de compliance, d'intégrité. Ailleurs, on parle de morale, de déontologie, éventuellement de droit. Et donc, j'aimerais revenir sur l'idée de conflit d'intérêts. Alors, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts ? Un conflit d'intérêts, ça représente la confrontation, la collusion et la collision d'intérêts privés avec, finalement, le pouvoir de décider. Un conflit d'intérêts, c'est donc une situation dans laquelle une personne se trouve lorsqu'elle est chargée d'une fonction, souvent d'intérêt général, petite dédicace à Vincent, et qui entre en concurrence avec des intérêts professionnels ou personnels. Toute ressemblance avec la LFP serait évidemment purement fortuite. De tels intérêts donc pourraient influer ou sembler influer sur la manière dont les tâches sont acquittées et dont les fonctions sont littéralement réalisées. Et cette définition de conflit d'intérêts, moi, me semble plus que caractéristique du fonctionnement du football français. Et j'ai même envie de dire qu'elle est au cœur de ces institutions, et on en a eu un exemple avec l'élection justement du président de la LFP. Alors, je vais d'abord citer un grand auteur, John Textor, qui s'est exprimé tout à l'heure et qui, en tant que président de Lyon, pour encore quelques mois, nous a dit qu'en tant qu'Américain, ce n'était pas une démocratie, qu'il a reconnu justement avec cette élection, et qu'il n'a pas assisté à un processus démocratique. Donc une fois qu'on a cité les grands auteurs, il faut prendre des exemples pour essayer de faire comprendre à nos éditeurs ce que ça implique. Prenons par exemple Philippe Diallo. Philippe Diallo est aujourd'hui président de la Fédération française de football, et il s'avère que quand on regarde son CV, celui qui a été élu, après avoir été un intérimaire de luxe pendant quelques mois, celui qui a été élu en juin 2023, on se rend compte que dans son CV, il a eu une autre fonction. Il était à la tête du syndicat patronal des clubs professionnels. Alors pour l'immense majorité d'entre vous, ça ne vous parle pas, c'est ce qu'on appelle l'UCPF, l'Union des clubs professionnels de football. Il y a quasiment passé 30 ans, et même si tout le monde se demande encore ce qu'il y a vraiment fait, il a fait partie de cette famille du football français. Et comme de mauvaises pratiques, finalement, ne changent pas lorsqu'on change de boutique, de famille, aujourd'hui, c'est lui qui est finalement responsable de l'organisation aussi du football français, et c'est lui qui a la responsabilité de la tutelle via le ministère. En clair, c'est lui qui est chargé aussi de vérifier que la délégation finalement qui va vers la Ligue fonctionne et respecte l'idéal de notre pays, qui reste jusqu'à preuve du contraire une démocratie républicaine. Et quand on regarde justement la position de Philippe Diallo, elle est très simple. On l'a bien vu, on ne l'a pas entendu. C'est-à-dire qu'il était là, mais il ne s'est pas exprimé. Sage décision, quand votre finalement fonction consiste à ne surtout pas bouger. Bon, du coup, là, tu viens de nous donner un premier exemple de conflit d'intérêts, mais il y en a un autre qui est assez important aussi et qui est vraiment au cœur du réacteur et du fonctionnement de la LFP. Moi, je l'appelle l'empereur retiré, le boss caché, le Dark Vador de l'histoire. Celui qui murmurait à l'oreille des moutons, évidemment, je parle des présidents de Ligue 1, celui qui a aussi le plaisir d'avoir quelque chose qui va plaire à Flo, la maîtrise du poignon, c'est-à-dire l'argent. Là, je vais parler de Nasser. Nasser, tout le monde le connaît. Pas la peine d'en parler, finalement. C'est la personnification de l'ultra-compétence. Il suffit de regarder ses multiples casquettes, et c'est un spécialiste du Qatar qui vous parle. Pour la nouvelle génération, on pourrait dire de lui que c'est un slasher, quelqu'un qui trucide à tour de bras dans des nanars de série B, ce qu'il a fait finalement à la LFP. Mais ce qu'on voit surtout, c'est la liste de tout ce qu'il fait. Alors, il y a du padel, il y a le PSG, il y a les responsabilités gouvernementales. Et c'est là où moi commence mon problème. C'est que derrière, il ne fait pas que ça. Nasser est un conflit d'intérêts, finalement, à lui tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il représente aussi un diffuseur, beIN Sport, qui finalement a les droits de la Ligue 2. Et quand on se souvient des premières paroles de Vincent Labrune, alors, et surtout de la Ligue 2.
Et la première personne qui remercie, c'est Bein, avant même DAZN. Bon, c'est intéressant, je me dis, tiens, ce choix-là, il a du sens. Et on se rend compte que Alors que DAZN a mis 400 millions. voilà. Et là, tu comprends mieux mon propos, Thibaut. C'est-à-dire que derrière, ce diffuseur, il a la tête d'un club, il a un statut politique et diplomatique qui lui offre un totem d'immunité qui est supérieur à celui de koh. C'est-à-dire que même si Denis Brognard lui disait de quitter l'île, il pourrait rester parce que de toute façon, il est inattaquable et protégé. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on a assisté avec l'élection de la LFP. C'était pas l'élection de la LFP, hein, mais la réunion des copains. Certes, ça, t'en as parlé, Thibaut, mais c'était aussi la réunion des Qatariens anonymes associés. C'est-à-dire que derrière, des gens comme Roussier ont parlé de mascarade, il avait raison, c'est pas la première fois, hein, on l'avait déjà vu en 2020 avec la non-élection de Michel Denisot. Là, ce qu'on voit, c'est que le carnaval, finalement, c'est poursuivi, les masques sont tombés. C'est pas la Brune qui a gagné. C'est certes la faillite à venir du football français, mais ça, dans les 6 prochains mois, on le verra. C'est surtout la mise sous dépendance du football français. Derrière Nasser, on a un État souverain, autoritaire, fort impliqué dans la vie footballistique de notre pays. Et là encore, hein, c'est un supporter du PSG qui parle. Et ce qu'on voit, c'est que on n'allait quand même pas laisser troubler la très bonne ambiance du football français avec un Cyril Linette qui aurait pu éventuellement modifier quelques équilibres. Avec la réaction et la réélection de Vincent Labrune, le PSG n'a rien à craindre. Le Qatar a déjà gagné, à commencer par son accord de sponsoring qui rentre dans la gestion des droits télé. On va donc voir du Qatar Tourism dans tous les stades concernés, ce qui était quand même assez fort. Et puis, on rappellera aussi à l'usage que dans ce cadre-là, parce que c'est le président de la LFP qui a signé ce type de sponsoring, on aura un détournement de la taxe Buffet. Sauf que cette taxe, elle finance le football amateur et donc le foot français. Qu'en plus de ça, on a une dérogation finalement à la loi sur la démocratie du sport et à ce qu'on attend de ce type de droit. Et ça tombe bien, comme il y a une vacance du pouvoir avec une ministre démissionnaire AOC, Amélie Oudéa-Castéra, qui n'est pas là pour réguler, eh bien les choses se passent. Le nouveau Codillo Vincenzo est réélu, et ce qu'on a finalement devant nous, c'est une parodie de démocratie, où l'accès à la candidature a été entravé, où le vote a été associé à des acteurs qui sont confrontés à de potentiels conflits d'intérêts permanents. Et ce qu'on a vu, ce simulacre d'élection, là encore, hein, pour prendre des mots qui ont été prononcés par des acteurs en off au sortir de l'élection, c'est un système verrouillé où finalement Nasser Al-Khelaifi a le dernier mot. Donc on laissera les derniers mots à Nasser, qui a dit justement, et c'est pour ça qu'on va insister, la Ligue, les clubs, les familles ont voté. C'est comme ça, on a le meilleur président, Vincent Labrune. On va donc essayer de changer les choses dans le football français, comme si les années passées n'avaient pas suffi. Ce qui est très important pour nous, pour la Ligue et pour les clubs, c'est qu'on est le meilleur. À la LFP, on ne respecte que les puissants, les autres suivent et se taisent. Merci beaucoup, JB. Tes petites punchlines m'avaient un petit peu manqué, je dois le concéder, pendant l'été. Ça me fait du bien de te retrouver comme ça. Moi aussi, ça me fait plaisir. Maintenant qu'on a évoqué un petit peu les élections et puis le cœur du réacteur, François, toi, tu voulais prendre un petit peu plus de recul et parler de manière plus globale du rôle d'une ligue et le rôle qu'elle devrait jouer pour répondre justement aux enjeux du football français. Et pour ça, tu vas utiliser quelques petites comparaisons. C'est exactement ça, en fait. Thibaut a raison, il faut regarder les statuts, mais lorsqu'on essaye d'analyser le business d'une entreprise, on a tendance, en tant que consultant, souvent à se poser deux questions. Quelle est la mission de l'entreprise et quelle est sa vision? Alors, je passerai sur la vision qui était d'intégrer le top 3 européen, mais je vais me concentrer sur la mission. La mission d'une ligue, c'est d'organiser les compétitions et ça peut être de mutualiser les besoins des différents clubs. Alors, je vais commencer par une première comparaison parce que tout le monde parle tout le temps de la NBA en France. La NBA, c'est intéressant, c'est une ligue qui est très dirigiste. Si vous souhaitez aller sur le site des Chicago Bulls ou d'une toute autre équipe, les Pistons par exemple, vous verrez qu'en fait le site est géré par la NBA. Si vous voulez acheter un maillot, vous vous rendrez compte qu'ils sont tous équipés par Nike. Si vous souhaitez regarder les droits à la télé ou sur un autre média, évidemment, ça a été géré par la Ligue. C'est ce qu'on appelle donc une ligue extrêmement dirigiste. Il y a un commissioner qui est très puissant. A contrario, en Europe, et principalement dans des pays comme la France, la Ligue a moins de pouvoir. La Ligue, oui, elle s'occupe des droits télé, elle peut s'occuper des droits digitaux également, de quelques accords comme le naming de la Ligue ou, par exemple, sur les paris sportifs. Cependant, elle reste quand même tributaire des clubs et c'est bien pour ça qu'on voit que les clubs, globalement, ont décidé de l'élection.
Mais du coup, quels sont les leviers qu'a la Ligue à sa disposition justement pour répondre à ces différents enjeux? En fait, pour regarder les leviers, il faut comprendre le business model. Quels sont tes revenus, quels sont tes coûts et comment ils se décomposent. En fait, il faut comprendre que les principaux revenus d'une ligue, et surtout comme la Ligue française, elles sont principalement les droits télé. Ce n'est pas du merchandising, parce que le merchandising est géré par les clubs. Ce n'est pas l'équipementier, parce que l'équipementier est géré par les clubs. Ce sont les droits télé. Donc la mission de la Ligue de football professionnel française, c'est de valoriser le produit pour le vendre le plus cher possible aux différents diffuseurs télé et également digitaux. Donc on aura le temps ensuite de parler également du bilan. Donc, quels sont les leviers sur les droits télé? En fait, il faut se rendre compte que le but, c'est de valoriser un produit qui va être payé plus ou moins cher par les télés. Pour ce faire, il y a plusieurs axes. Tout d'abord, il y a la licence club. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais il y a des règles très strictes pour intégrer le, la grande famille du football professionnel. Et Luznac s'en rappelle peut-être encore. Cela peut concerner le stade, par exemple, l'éclairage, les accès de sécurité, la taille de la salle de presse. Cela peut concerner la pelouse. Cela peut également concerner l'organisation du club et les compétences qui sont données dans les clubs. Donc, c'est un moyen de contrôler quand même le standing de notre ligue. Après, il y a d'autres leviers. Il y a le contrôle financier. Parce qu'aujourd'hui, les présidents sont extrêmement inquiets, et plutôt à raison. C'est parce qu'ils perdent tous de l'argent. Donc ensuite, faut-il être interventionniste ou pas? Il y a des ligues, par exemple la Liga en Espagne, où le président Tebas est très interventionniste. En France, la DNCG n'a pas finalement le pouvoir qu'elle pourrait avoir comme en Espagne. Je vais vous donner rapidement un exemple. Cet été, le Barça a galéré pour inscrire un joueur, Dani Olmo, et d'ailleurs n'a pas signé Nico Williams, la star de l'Athletic Club de Bilbao, en partie parce que son budget ne le permettait pas et que le joueur souhaitait pouvoir être inscrit et ne pas subir ce que Olmo a subi, d'aller s'asseoir 2 fois en tribune parce que son club n'avait pas les moyens de l'inscrire. La Liga travaille sur du réel, le Barça n'a pas les sous, et il n'y a pas de transfert. En France, ce n'est pas le cas. Potentiellement demain, la Ligue aura les leviers si elle décide de donner plus de pouvoir à la DNCG. Ça, c'est une chose qui est importante à garder en tête. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a la responsabilité également dans les leviers des clubs. Parce qu'à partir du moment où la Ligue ne gère que les droits télé, il faut bien comprendre que le reste est à la charge des clubs et que c'est un travail, entre guillemets, à faire de pair entre la Ligue et les clubs. Et du coup, c'est là-dessus que tu voulais critiquer, toi, Vincent Labrune. Moi, je veux analyser le bilan. Le bilan, il sert à deux choses. Je vais aller d'abord sur le bilan des employés. Je pense que tous nos auditeurs le savent bien. On fait toujours des bilans. Bilan de compétences, bilan d'un projet, bilan de fin d'année. Et on regarde est-ce que tel ou tel employé a répondu aux attentes. Dans le cas de Vincent Labrune, président de la Ligue, je vais juste prendre des chiffres. Euh, les droits télé avant l'appel d'offres qui vient d'être conclu étaient de 620 millions d'euros. Je parle de la Ligue 1. Donc ça comprend Amazon 250 millions, Bein 330 environ et Free 40 millions sur le direct. Donc 620 millions. Aujourd'hui, pour l'équivalent, j'inclus pas la Ligue 2 et les droits internationaux, nous sommes à date à 425. Nous sommes à 100 pour Bein et j'inclus les 20 sponsors dont a parlé JB qui normalement ne sont pas des droits télé, qui ne répondront pas de la taxe buffet, et j'inclus les 325 de DAZN. Parce qu'en fait, il faut parler d'une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on met des revenus, il ne faut pas oublier les coûts associés. D'habitude, lorsque historiquement Canal achetait les droits de la Ligue 1, ils assumaient tous les coûts de production. Ce ne sera pas le cas. Quand on a parlé de cette année avec DAZN, quand on a parlé de 400 millions, eh bien en fait, cette année, dans les 400 millions, il y a des coûts de production assumés par la Ligue. Donc en fait, les droits sont moindres. Donc on passe environ de 620 à 425. Et qui C'est un sont très premier faibles, hein. élément. Le coût de production est très faible, dû à une production très low cost, c'est ce que j'ai cru comprendre. Bah, Je te si laisse les enchaîner, pardon. estimations sont bonnes, en effet, ça tient parce que ce sera low cost. Il y aura assez rarement de consultants, c'est moins de caméras, et ça, la ligue va le payer un jour parce que le client va se détourner en fait du produit parce qu'il est moins attractif. Ça, c'est le premier élément du bilan que je voulais mettre. Mais il y a un deuxième point dans le bilan, et je vais citer un président du sud-ouest de la France qui disait: le bilan n'a pas d'importance, seul compte aujourd'hui l'avenir, et l'avenir, c'est Vincent Labrune. Le bilan, c'est également un bilan financier. Et un bilan financier, et pour avoir travaillé avec des fonds d'investissement, c'est très important parce que c'est ce qui permet de faire la valorisation d'une entreprise. Et avec des droits télé en baisse,
même on va dire en forte baisse, qui est le principal revenu aujourd'hui des clubs, et ben en fait la valorisation de ces entreprises demain va diminuer. Et qu'est-ce que la valorisation? C'est le prix auquel un investisseur va racheter un club. Et je doute que l'actionnaire de ce président du sud-ouest de la France, où on mange très bien, soit fort satisfait de voir que sa valorisation va baisser parce que son club, s'il reste 11e cette année, eh ben en fait touchera 11 millions d'euros de moins. Donc oui, le bilan, ça compte pour un employé et ça compte aussi pour la valorisation d'une entreprise. Et c'est pour ça que, à mon sens, le bilan est plutôt négatif. Le résultat, en tout cas, le président de la Ligue a été évalué par ses actionnaires, les clubs, et visiblement c'est un plébiscite parce que il avait été approuvé par l'Assemblée générale en 2020 par 47% des votants, président de Ligue 1, Ligue 2 et les familles. On passe aujourd'hui à 86%, c'est ce qu'on appelle un plébiscite pour une excellente gestion sur ces 4 dernières années. J'ai hâte de voir le score dans 4 ans. Merci beaucoup François et merci à vous messieurs pour cette première partie. Je vous propose qu'on fasse une petite pause avant de basculer sur notre discussion. Bon, vous l'aurez compris, les membres permanents de notre cher Comex sont un petit peu tendus suite à cette élection. Je vous propose donc qu'on se détende quelques secondes avant de basculer dans notre deuxième partie. Alors promis, je ne lancerai pas de petite musique douce pour vous proposer une séance d'ASMR ou pour vous vendre un soin pour les cheveux dont JB aurait particulièrement besoin. Mais je vais plutôt vous parler de notre partenaire, puisque cette année encore, le Comex est partenaire de la revue de l'After. Et quoi de mieux pour se détendre qu'un numéro spécial sur le sexe. C'est en tout cas ce que nous a proposé cet été la bande à le plat pour ce 15e numéro de qualité qui regroupe divers articles sur Ronaldinho, Maradona ou encore Xabi Alonso, le plus sexy des entraîneurs du moment. Et je vous invite donc à vous délecter de ce nouveau numéro en le commandant sur le site l'after.media ou en vous abonnant pour seulement 4,5 € par mois. Un abonnement qui vous donnera aussi accès aux délicieux éditos de Thibaut qui paraissent chaque mardi sur le site de la revue, dans lequel il s'amuse par exemple à tenter des comparaisons entre Jean-Pierre Caillot et les fourberies de Scapin. Parce que oui, une bonne moquerie une fois de temps en temps, ça permet aussi de se détendre. Messieurs, nous entrons dans la deuxième partie de cette émission avec un aspect beaucoup plus discussion, mais avant ça, je vais redonner la parole à Flo qui souhaitait réénumérer tous les arguments que vous avez avancés dans cette première partie. Et oui, en résumé de cette première partie, Thibaut, tu nous parlais déjà d'une LFP aussi archaïque que complexe, basée sur une république de cours où les magouilles et la peur font loi, et dont seul Vincent Labrune parvient finalement à sortir de l'enfumage pour tirer son épingle du jeu dans un système qui rend en réalité la gouvernance impossible à la LFP. JB, tu nous parlais toi des conflits d'intérêts qui minent la Ligue entre le silence des uns, comme le président de la 3F, Philippe Diallo, l'influence du réel patron du foot français, le Qatari Nasser El Khelaifi sous sa casquette de patron de Beansport et de président du PSG, et les copinages entre les éléphants du Politburo de la Ligue qui font de la LFP un simulacre de démocratie. Enfin, François, tu nous parlais de l'approche des rôles et des objectifs réels d'une ligue en comparant le système du sport américain et européen, ainsi que des leviers bien faibles dont dispose la LFP, essentiellement basés sur la vente des droits de télé dans une ligue, contrairement à certaines de nos voisines européennes où les instances, grâce à des systèmes de régulation bien plus stricts que notre DNCG, s'octroient un pouvoir bien plus fort. Merci bien Flo pour ce court résumé nécessaire. Messieurs, donc après tout ce que vient de résumer Flo, les conflits d'intérêts, évidemment le labrunisme que tu évoquais Thibaut, je propose qu'on bascule sur un point que vous souhaitiez évoquer, qui est la question de la perte de la souveraineté de la Ligue au sein de sa propre compétition. Et Thibaut, tu voulais réagir là-dessus. Alors 2 points, je voudrais qui pour moi demeurent enfin le premier les moins, le deuxième un peu plus. D'abord la question de la souveraineté, effectivement, c'est un thème qu'on avait déjà abordé l'année dernière, mais qui me semble prégnant là. On l'a vu sur ce spectacle navrant de présidents apeurés. Rappelons que le collège de Ligue 1 s'est pas prononcé, de peur sans doute qu'on dénonce ensuite ceux qui ont voté, pour ou contre. Donc ce qui est quand même très, très bizarre. Ça veut dire qu'on se cache pour voter la brune. C'est quand même un peu bizarre comme comportement. C'est pas témoignage d'une sérénité à toute épreuve, c'est moins qu'on puisse dire. Donc un problème de souveraineté sur les conflits d'intérêts, le rôle de QSI, du Qatar sur l'emprise en fait de Nasser sur cette organisation. Tu l'as dit JB. Deuxième sujet, là, moi qui m'interpelle, c'est comment ça se fait que malgré tout ça,
en dépit de ça, du bilan catastrophique qu'on a dressé, tant institutionnel qu'économique, financier avec François. Comment le bilan politique, JB, tout ce que tu nous dis, pardon, mais on le sait, tout ça, on le sait, c'est une autorité publique. Que, que QSI, que le Qatar utilise le Paris Saint-Germain et le football comme une arme de soft power. Comment ça se fait qu'en dépit de tout ça, les présidents non seulement votent pour la continuité, mais en plus redoublent le pari en accordant un score, un plébiscite soviétique à Vincent Labrune de plus de 86% des voix, c'est-à-dire, pour moi, un vote démocratique, ça finit jamais à 86% des voix. C'est extrêmement suspect, les votes. 86% des voix, je crois que c'est le score de Poutine aux dernières élections en Russie. On est sur quelque chose c'est pas possible. Un vote démocratique, c'est forcément un vote clivant, c'est forcément un vote. D'ailleurs, le vote Labrune de Niso, à la limite, est peut-être plus démocratique que celui-là. Je me demande quel est ce phénomène qui fait que les présidents, malgré tout ça, malgré le fait qu'ils sachent tout ça, continuent à voter pour la continuité. Pour moi, ça, c'est une ligne. Comment ça se fait que les faits, que la vérité n'ait plus aucune importance? Je pense, Thibaut, pour te répondre, il y a un élément qui est important à garder en tête, on en a parlé, c'est que dans ce CA, il y a des présidents de clubs. Or, ces présidents de clubs, ils ont des marges de manœuvre. Et d'un certain côté, ils font également partie de l'échec de Vincent Labrune. On en a parlé juste avant, la Ligue est responsable des droits télé. Ensuite, la gestion des clubs, lorsqu'il y a eu des problèmes de violence, faut pas oublier qu'il y a eu un mort lors de Nantes-Nice, l'entraîneur de Lyon, Fabio Grosso, a failli perdre un œil lors d'un OM Lyon. Ça, c'est quand même également à la charge des clubs. Donc potentiellement, les candidats, alors là, au niveau des parrainages, puis ensuite au CA entre Cyril Linette et Vincent Labrune, eh ben, potentiellement, ces présidents se sont solidaires de la gestion de Vincent Labrune parce qu'ils font partie du mandat entier. Parce que les clubs ont une importance bien plus importante que dans d'autres ligues. Et je pense que ça peut faire partie aussi d'explications. Moi, je rajouterais une dimension très psychologique qui explique aussi ce conservatisme aveugle. C'est qu'on a beau avoir affaire, pour la plupart, à des chefs d'entreprise qui ont réussi, ou à des gens qui sont au courant de comment fonctionne la finance. Et pourtant, ils s'associent. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'ils suivent finalement une mandature et qu'ils accompagnent tout ça. Mais il y a aussi des traits qu'il faut considérer, c'est que la rationalité, quand on arrive dans le foot, elle a tendance à s'effacer. Il suffit de discuter avec des présidents qui ont réussi dans le business quand ils arrivent à la tête d'un club. Souvent, ce qu'ils vous disent, c'est j'ai conservé mon activité. Un club de foot, c'est 1% de mon temps, 99% de mes emmerdes, et je viens y chercher autre chose. Il y a par exemple des Une absence de rationalité ou une rationalité qui change de forme? Alors moi, je dirais rationalité limitée. Et pour en avoir discuté avec quelques-uns, ils vous expliquent par exemple que ce qu'ils vont aller chercher, d'abord, c'est de la notabilité, c'est-à-dire la visibilité auprès des proches, et que ça déclenche chez eux un phénomène qui va nourrir leur ego. Il y a par exemple certains présidents de Ligue 1 qui adorent Vincent Labrune parce qu'il leur renvoie une image d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas au quotidien et qui finalement leur apporte plus que les droits qui sont générés et qui vont aller nourrir le club. Et là, on est face à une coterie typique dans ce qu'on appelle les cercles du pouvoir, c'est-à-dire une sorte de... Alors nous, on parle de diplomatie de connivence, mais on est dans une diplomatie de club ici à l'échelle de la Ligue 1. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est ce qui va compter, c'est le maintien du lien, à défaut de tout le reste, et souvent lié à des choses qui ne sont pas du tout rationnelles, qui sont liées à une dimension psychologique, à des phénomènes de séduction, ou pire, d'emprise. Tu parlais, Val, tout à l'heure d'Emmanuel Macron et d'une sorte de sous-macronisme avec le labrunisme. Souvenez-vous de la capacité du président à avoir une emprise sur les plus de 50 ans, et notamment sur les retraités. Le vote, plus de 50 ans. Ouais, mais on est là-dessus. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, une bonne partie de sa politique consiste aussi à séduire. Et ce qu'on dit tous de Vincent Labrune, c'est ça. C'est son extrême habileté à dire aux uns et aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre, mais au plus profond d'eux-mêmes. Ce qui crée des phénomènes de conviction. Regardez Laurent Nicolin. Il risque quand même une des réussites de son père. Et vous le voyez, défendre mordicus quelqu'un qui va diviser par quasiment 3 les droits auxquels il aurait dû normalement avoir droit. Et c'est assez fou parce que normalement, la première des choses, vous êtes dans une boîte classique, on vous montre la porte. Et là, justement, cette rationalité limitée-là, elle est intéressante parce qu'on la voit uniquement
dans les comex. Et on sait de quoi Surtout on parle. le labrunisme, c'est un peu cette idée que ton soutien interne, il est inversement proportionnel au rejet que tu supposes, que tu suscites. C'est-à-dire que plus on te déteste à l'extérieur, d'ailleurs il l'a répété, Nicolas, plus on te déteste, plus on te critique, plus en interne on te renforce. C'est ce sentiment de citadelle assiégée qu'on avait déjà un peu à la Fédé, et qui là, à mon avis, est renforcé par les critiques, par le factuel qui s'accumule. Je veux dire, pour être très clair, nous, à RMC, par exemple, on nous a averti de faire très attention sur ce qu'on dit sur la Ligue, parce qu'ils étaient très sensibles et qu'ils attaquaient tout le monde, et qu'on nous a dit rester sur le factuel. Mais le factuel, il est implacable. Moins 50% de revenus, les échecs stratégiques les uns derrière les autres, l'échec sur la politique contre les violences dans les stades. Enfin, il n'y a aucun domaine, absolument aucun domaine où l'action de la Ligue, quoi qu'en dise son président, il n'y a aucun domaine où l'action de la Ligue peut véritablement dresser un bilan positif. Sincèrement, je n'en vois aucun, même le deal CVC. Parce que le deal CVC, qu'est-ce qui va se passer quand le PNF va se pencher dessus? Je veux dire, comment peut-on arriver à un tel niveau d'aveuglement? C'est ça. Et je crois que le labrunisme, c'est ça. C'est l'aveuglement volontaire, inversement proportionnel au degré de rejet que suscite ta politique. François, tu voulais préciser quelque chose sur le CVC, sur le deal CVC peut-être? Sur le deal CVC, il y a un vrai sujet, c'est qui est responsable. Là, je vais juste parler de ce qui a été fait de l'argent. Et c'est très intéressant de comparer parce que CVC a fait un deal avec la Liga et un deal avec la Ligue 1. Le deal avec la Liga, je crois que c'est 20 ou 25 ans. La Ligue 1, c'est C'est éternité, 50 ans mais et en 8%. termes de finances, c'est la même chose. Un fonds, il sort. Donc c'est pas là où je veux vous emmener. Le point, c'est que l'argent a été tracé en Liga. C'est-à-dire qu'en Liga, ils avaient clairement dit pour les dettes, il y aura X% et de tête, c'est 15%. Pour pouvoir faire des meilleurs transferts en payant mieux les joueurs ou en achetant des joueurs un peu stars parce qu'ils venaient de perdre Messi, Ronaldo et autres, ce sera 15%. Si vous me suivez, il reste 70%. Ces 70% sont uniquement fléchés sur des stratégies de croissance. Pourquoi? Parce que dans le fonds d'investissement, il y a investissement. Et c'est-à-dire que l'argent qui était, entre guillemets, je vais dire prêté, c'est quand même un achat d'actifs, hein, doit servir demain à générer plus de revenus. Je vous donne un exemple. Le stade de Villarreal, il a été rénové. Il y a des centres d'entraînement qui ont été rénovés, des salles de presse qui ont été améliorées pour que les clubs puissent être UEFA Le stade de compatibles. Mallorca, j'ai vu par exemple le stade de Mallorca, il a été refait. Il y avait une vieille piste Exactement. d'athlétisme pourrie, ils ont rajouté une tribune. C'est exactement ça. Et l'argent a été fléché. Alors, attention, en Et les Ligue clubs 1 sont aussi, vous propriétaires des stades devez aussi, il faut le dire. aussi. Mais attention, il faut quand même voir une chose. L'argent en Ligue 1 devait être fléché. En tout cas, c'est ce qui avait été présenté au Sénat. L'argent a été fléché. Il y a une demande qui est descendue de la Ligue. Cependant, la question, c'est ensuite, est-ce que c'est surveillé? Est-ce que c'est piloté? Eh ben non. Et principalement, et c'est visiblement des reproches que fait actuellement CVC à sa participation, qui est donc la Ligue, de leur dire, mais en fait, qu'avez-vous fait de l'argent qu'on vous a donné? Donc j'ai pas le split, je ne sais pas dire si les 70% d'investissement, comme en Liga, parce que Tebas a imposé ces règles-là, et ils ont contrôlé sur facture, je ne sais pas combien c'est en Ligue 1. Et d'ailleurs, je vais être très honnête, C'est j'ai le un flou doute. dont on parlait de tout à l'heure, c'est le flou permanent qui permet voilà, chacun fasse un peu ce qu'il veut, quoi. JB rapidement. Et après, Moi, j'aurais juste rajouté un élément. Tout ce que vous venez de dire, ça correspond finalement à l'époque dans laquelle on se trouve. C'est quoi la différence entre Trump et Vincent Labrune? Si ce n'est une sorte de populisme, La perruque, la finalement. couleur de la perruque. Ouais, alors, tu as la couleur de la perruque et tu as la post-vérité. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas ce qui est, c'est ce que tu fais croire. Ce qui compte, c'est pas le fait que tes droits ont divisé par deux, c'est qu'on te dit que c'est de la faute du piratage. Avec cette fameuse phrase où la communication l'emporte sur la réalité, c'est le piratage, c'est comme si tu allais voler le sac de la vieille dame. Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que à force, euh, on est sur de la parole performative. Et ben là, on est dedans. Et ce qui est fou avec Vincent Labrune, c'est que c'est des choses qu'on voit partout ailleurs. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vues dans le sport. Et à ce niveau-là, c'est démentiel parce que il y a des points de comparaison, il y a des chiffres. Factuellement, c'est inattaquable. Il doit pas être élu et il est élu avec un score de dignitaire africain. Avec les tout le gars, respect qu'on peut avoir pour le continent.
Les gars, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Notamment à une ère où on est, à l'ère de la transparence. J'ai vu Thibaut que tu avais tweeté un truc sur Mmh. Au la Porto, ouais. transparence des comptes du FC Porto, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, que ce soit les conseils d'administration, les comptes de la ligue, ce qui se passe, en La Ligue, c'est le interne, moins qu'on puisse dire, ouais. voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une possibilité pour que Vincent Labrune continue à gouverner et que les présidents de clubs, qui sont aussi responsables, comme vous venez de le dire, continuent à agir d'une telle Il y a de une telle chose façon? très simple, très claire, qu'il faut dire très clairement aux éditeurs, c'est qu'il y a 2 enjeux qui arrivent tout de suite, septembre, octobre. C'est un, le rapport de la mission d'enquête du Sénat sur la financiarisation du football. Compte tenu de la teneur des discussions, des rapports, on ne s'attend pas à un éloge de la gestion de la Brune par le sénateur Michel Savin, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec dedans la possibilité d'une saisine par l'article 40, c'est-à-dire pour parjure, du procureur de la République pour parjure. Donc là, il y a en ce moment des confirmations ou pas par écrit, il y a des incohérences, pour être poli, dans les déclarations qui ont été faites. Donc ça, c'est la première issue. Donc ça, c'est un enjeu politique essentiellement. Judiciairement, ça reste limité, même si parjure, c'est à 2 ans de prison, mais on n'y sera pas. Donc il y a un enjeu politique. Là, il y a eu un vrai effort de transparence. Pour le coup, c'est comme ça qu'on a su que le salaire de la Beaune était refacturé à la société commerciale. C'est comme ça qu'on a su que CVC n'était pas au courant, en tout cas officiellement, de la rémunération de Vincent Labrune. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que Laurent Nicolin et Valdemar Kita étaient totalement largués, ne lisaient pas ce qu'ils signaient, etc. Heureusement qu'on a ce type d'outils démocratiques de transparence, justement, il suffit de les écouter, de les voir à l'œuvre pour comprendre ce qui se passe à la ligne. Donc ça, c'est un élément fondamental, mais qui est un élément politique. Ça, c'est la première étape, ça devrait arriver au plus tard en octobre. Et il y a des éditions qui sont déjà en cours. Demain, alors là, on est mercredi, Cyril Linette sera entendu, notamment par la mission du Sénat. Deuxième élément, l'enquête préliminaire du parquet national financier sur le deal CVC. Là, cette fois-ci, on ne sait pas si c'est une enquête préliminaire, c'est-à-dire qu'il regarde s'il peut y avoir une saisine du procureur de la République, c'est-à-dire une enquête plus, entre guillemets, plus officielle, une enquête où cette fois-ci on entend des témoins, etc. Donc là, il regarde s'il y a des éléments. Ceux qui ont suivi un peu l'affaire savent qu'habituellement, le PNF, s'il doit classer une affaire, il la classe au bout de 3 mois. Ça fait presque 1 an qu'il a été saisi par l'association. Donc il y a quand même de fortes chances qu'une enquête soit ouverte. Enquête veut pas dire enquête veut dire peut-être mise en examen, ne veut pas dire culpabilité, veut dire enquête. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait des éléments qui permettent de mettre en doute, en tout cas, la version officielle sur le CVC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une double mise en cause politique et institutionnelle qui peut arriver là. C'est dans 1 mois peut-être. Qu'est-ce qui va se passer si demain, dans 1 mois, le président de la Ligue de football professionnel et son conseil d'administration sont mis en examen par le parquet national financier? Qu'est-ce qui va se passer dans le football français? Qui va intervenir? Qui va être mis en cause? Ça, c'est un élément essentiel. Et donc, la transparence, c'est ça. C'est de dire qu'il y a un moment, il faut rendre des comptes et que la com, l'enfumage, dire n'importe quoi, tout et son contraire, ça va. Sauf à un moment, quand vous êtes confronté à la réalité, c'est-à-dire la réalité judiciaire, là, il va falloir vous justifier et répondre. Être responsable, c'est répondre d'eux. Il va falloir répondre de ce que vous avez fait. Il est peut-être innocent. Il est présumé innocent, certes, mais au moins le travail qu'on a vu de transparence fait, notamment par la mission Savin et avant la mission Roussel, nous a permis de mettre en lumière de manière assez crue la réalité de la gestion du football français. Petite question, si je dois me projeter, puisqu'on a vu qu'il y avait eu une petite magouille auprès de la candidature par rapport à la candidature de Cyril Linette. Est-ce que Cyril Linette, va se désister du conseil d'administration comme il l'avait promis, ou est-ce qu'il est potentiellement possible qu'il reste en place, Aux dernières notamment nouvelles, il n'est pas encore question qu'il démissionne. d'accord, et Il est mais revenu un peu sur cette idée qu'il devait démissionner. Alors, je voulais dire un truc là-dessus, il y a justement. au il y a il y a Excusez-moi, aucune je valeur, monopolise le truc. Pardon, les gars, je vais su juste dire un truc. Un sur élément que l'accord j'ai avec pas la dit ministre, avant. juste Thibaut, sur l'accord avec la ministre, juste, il y a aucun accord, juridique Aucun écrit. accord écrit, de toute manière, ce serait évidemment Illégal. cassé immédiatement par n'importe quel juge. Ça s'appelle de l'extorsion. Hein. Renoncer à un droit en échange d'un bénéfice, ça s'appelle de l'extorsion. Hein. C'est du pénal. Donc, je veux dire, encore heureux qu'il n'y a pas qu'il y ait pas d'écrit. Donc, Cyril Linette est parfaitement dans son droit de ne pas du tout accepter ce type d'extorsion. La difficulté là sur cette affaire-là en particulier, je suis passé par hasard aujourd'hui sur l'équipe, le site l'équipe, pas le site l'équipe, l'émission l'équipe, et je voyais la morgue de François Morinière. Alors, ils écoutent certainement pas. La morgue de François Morinière qui raconte
ah, mais vous, et ça, c'est ça le labrunisme. En ce sens-là, peut-être ça ressemble un peu au macronisme. C'est l'idée que, ah, mais vous savez pas comment ça se passe à l'intérieur, mais nous, on est vraiment dans la réalité, nous, on sait comment ça se passe, mais non, mais vous inquiétez pas, depuis le début, on savait que Vincent serait réélu. Et puis cet accord de Cyril Linette, on lui dit, mais Cyril Linette, il a pas dit qu'il allait démissionner. Ah, il a changé d'avis. Ah, mais c'est pas beau de changer d'avis. Et une espèce de morgue insupportable d'un membre du conseil d'administration qui se moque ouvertement d'un candidat sous les vivas de l'ensemble du plateau. J'ai trouvé ça absolument insupportable. Et il n'est pas le seul à se comporter comme ça. Il n'est pas le seul à avoir cette folie, ce complexe de toute puissance dans le football français. Et ce dont meurt le football, c'est de ça, c'est de cette morgue. Et le labrunisme, c'est ça, c'est l'incompétence ajoutée à la morgue du sachant. Et ça, c'est absolument insupportable. François, JB, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur éventuellement qu'est-ce qu'on pourrait faire par la suite? Je sais pas JB, mais à la rigueur, JB, on peut débattre même ensemble des mesures qui étaient proposées par le candidat à la présidence, Cyril Linette. Parce que c'est le seul candidat, en tout cas, qui est allé jusqu'au CA, qui a proposé des idées, contrairement à ce qu'a écrit l'équipe un tout petit peu avant l'élection. Euh, à mon sens, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes à regarder. Je ne sais pas si nos auditeurs se rappellent, mais quand on était jeune, en tout cas plus jeune, la Ligue des Champions était accessible gratuitement. C'est-à-dire qu'on voyait du football de qualité. En fait, il faut rendre le foot accessible d'un point de vue prix, mais même en termes de vision. On n'arrête pas d'entendre les jeunes ne regardent pas le foot. C'est normal, il est payant partout. Et tous les parents n'ont pas les moyens d'acheter un abonnement à Canal, à beIN, à DAZN, vu que maintenant il faut avoir 3 abonnements différents. Et du football de qualité, on en avait gratuit par le passé. Et je pense que la proposition qui était faite, en tout cas de réfléchir à un narratif, déjà donner une meilleure image du football, mais également, d'ailleurs, je vais en profiter de recréer des compétitions, et a été proposée la Coupe de la Ligue sans les clubs européens. Et ben en fait, moi je trouve ça très intelligent. Je trouve que c'est une excellente idée parce que déjà, ça fait plus de matchs. Et on l'a oublié, en passant à 18, on a enlevé 2 matchs à domicile par club. Bah, ce sont des revenus. Quand aujourd'hui on a besoin de plus de revenus, bah, il faut faire plus de matchs. Et je pense que ça fait partie également de la problématique. Et il y en aura une troisième, à la rigueur, ça peut être intéressant d'en débattre, mais Cyril Linette a beaucoup parlé de RSE, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les entreprises. Mais c'est vrai que le football français souffre d'une très mauvaise image. Je vais citer un président de fédération qui est Florian Grill, qui a récupéré une fédération qui était dans un état très compliqué, et qui, lorsqu'il était président de la Ligue Île-de-France de rugby, parlait beaucoup de la nécessité d'avoir une fédération à mission. Il avait mis en place plein de choses pour que la Ligue, à l'époque, et ensuite la fédération, maintenant qu'il est président de la fédération, soit au plus près des réalités des gens. Il avait développé un partenariat avec Pôle emploi qui s'appelle du Stade vers l'emploi et qui aide avec le rugby à créer des job dating pour les gens. Ça a l'air de rien et peut-être que ça paraît très éloigné des préoccupations de la Ligue de football, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre le football dans la vie des gens et surtout le remettre dans la perspective que le football est un bien commun et que si on continue à éloigner et à créer une séparation entre le football professionnel et la réalité des gens, les gens vont aller voir ailleurs. Ils voient déjà ailleurs parce qu'ils ont Netflix, parce qu'ils ont Amazon Prime, parce qu'ils ont le cinéma, parce qu'ils peuvent aller dans la rue, parce qu'ils ont TikTok. Mais ils iront également voir Là, demain ça va parce être que une peut-être catastrophe, hein. La Ligue 1 que cette ça va année, les ça va être une rebuter. catastrophe. Ça va être une catastrophe. Les chiffres vont être catastrophiques. Ils le sont déjà pas mal. Et on l'a avec les Bleus. Hein. L'attitude d'Mbappé, par exemple, elle a joué aussi. Hein. Et de Deschamps. Et de Deschamps. Quand Deschamps dit bah, vous avez qu'à changer de chaîne, bah, tu sais, les gens, ils le font. Hein. Et il y a un moment, on a de la chance que le basket français soit très peu visible et qu'il soit visible en plus sur DAZN, parce que ça peut être une vraie alternative. Et aujourd'hui, la concurrence de la NBA, en termes de spectacle, en termes d'usage des réseaux sociaux, en termes justement de messages philanthropiques, on est sur une modernité que la Ligue 1 n'a pas, ne serait-ce qu'effleuré. Effectivement, le discours de Linette, il était intéressant là-dessus. Mais ce qui est fou, c'est qu'il faille attendre un concurrent de l'extérieur pour justement que les gars y aient pensé. Et moi, je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de personnes très grassement payées à la Ligue. Et ça, c'est des discours qui n'existaient pas. Parce que JB, parce que la logique ou la rationalité ou la logique argumentative n'a aucune importance. Elle n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la logique de courtisanerie. Tu l'as dit très bien tout à l'heure, la diplomatie de connivence. Ce qui compte, c'est de maintenir le lien, quoi qu'il en coûte. Donc si un jour il faut dire qu'on est pour la Super League, on dira pour la Super League. Si un jour il faut dire qu'on est contre la Super League, on dira qu'on est contre la Super League. Là, aujourd'hui, la conférence de presse de Vincent Labrune, elle est lunaire.
C'est lunaire ce qu'il raconte. Il répète le programme de Linette. Il répète le programme de Linette et après il dit oui j'ai entendu, vous m'avez fait de la peine parce que vous m'avez critiqué, mais c'est pas grave de toute manière, on a reconduit tout le monde et on va tout changer. Non mais attendez, mais c'est lunaire, absolument lunaire. Et ensuite il en veut aux pirates et aux journalistes de les avoir critiqués, les pirates parce qu'ils ont la méchanceté de pas vouloir payer DAZN et les journalistes parce qu'ils ont la méchanceté de faire leur travail. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Moi je suis CVC, je dis mais on a mis 1,5 milliard là pour ça. Mais quand est-ce qu'on va les récupérer, en fait? Quand on va les récupérer? C'est pas possible, parce que là, c'est 400 millions. Mais le prochain appel d'offres dans 2 ans, parce que ça aura lieu dans 2 ans, voire avant, ça va être encore moins. Ça va être encore moins, parce que tu dévalues toi-même ton produit toute la journée. Toute la journée, ton travail consiste à le dévaluer, à ne pas s'occuper des problèmes de violence, à continuer à dire que tu n'y es pour rien, à continuer à couper la Ligue du public. On va avoir une audience de 150 000 personnes pour la Ligue 1. Tout le monde va regarder les Coupes d'Europe, tout le monde va s'abonner à Canal, mais personne ne va s'abonner à DAZN et ce sera bien fait pour eux. JB, François, est-ce que vous avez un mot de la fin? On va clôturer cette émission. Moi, j'ai juste envie de rester sur... allez, on va aller sur le scénario du pire. Imaginons donc une enquête du PNF avec un Vincent Labrune qui est empêché, qui doit se déporter. Imaginons que derrière, on a un effondrement de DAZN qui ne peut pas tenir avec 6 mois de trésor. Imaginons que derrière, les clubs tombent. Là, je parle d'un horizon à 6 mois, allez, maximum 1 an. Et imaginons, ajouter à ça, que tu as un événement dont vous parliez tous les deux tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un problème dans un stade, mais un vrai. Et vous attendez, avec un gouvernement qui est instable, une majorité qui n'est pas présente, quelle sera la première réaction? Ça va être de taper. Et vous aurez un effondrement du système du foot professionnel français. Et on est dans une de ces possibilités-là. Si aujourd'hui, vous regardez les choses de manière extrêmement pessimiste, on peut avoir un effondrement du château de cartes avec derrière un véritable champ de ruines à la fin de l'année. Alors, civil, scolaire, au choix, je vous laisse choisir. François Schumpeter, vous êtes d'accord avec ça aussi? Je suis très schumpeterien dans l'approche, mais je voudrais, pour conclure, avoir une pensée pour les supporters de Niort. Alors évidemment, Niort, ça parle pas à grand monde. C'est un petit club qui était troisième de national l'année dernière, donc qui est passé à 2 doigts de la montée. Niort vient de déposer le bilan. J'espère que ce sera la dernière de l'année, mais je commence à avoir des doutes, et surtout après tout ce qu'a rappelé JB. Eh bien, parfait, ce sera le mot de la fin. On pense à nos amis niortais. Et je me permets de vous remercier, les gars, pour cette émission. Alors, petit changement dans ce COMEX, les recos ont disparu. Évidemment, elles n'ont pas complètement disparu. Vous pourrez les retrouver sur les réseaux sociaux. C'est aussi parce que beaucoup d'entre vous nous demandaient où est-ce qu'on pouvait retrouver les recos. Donc, on va vous les mettre directement à disposition sur nos différentes plateformes, ce qui me conduit à vous dire que c'est important pour vous que vous vous abonniez à nos différentes pages, que vous likez, que vous partagez. C'est la meilleure manière pour nous de faire grandir ce média. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager. Et puis si vous avez en plus de ça la possibilité de nous filer un petit billet, on a une cagnotte Helloasso qui est destinée à ça. Donc vous pouvez évidemment financer aussi le podcast du COMEX, qui financera aussi une autre partie des podcasts 11e art, puisque les podcasts 11e art vont revenir aussi très bientôt sur nos différentes antennes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le pouvez, c'est hyper important pour nous. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez énormément d'argent, puisque vous n'êtes pas abonné à DAZN, à vous abonner à la revue de l'After. Je rappelle le dernier numéro, le foot c'est mieux que le sexe. Le 15e numéro, vous avez la possibilité de l'acheter directement sur le site de l'after.media ou dans les kiosques et machins de journaux. Et surtout, vous avez la possibilité de vous abonner, ce qui vous offre aussi accès à d'autres contenus, les contributions des abonnés. Vous retrouvez François aussi, François et JB régulièrement. François, JB, David Glusman qui n'est pas avec nous ce soir, avec Olivier Jarros aussi, Sheriff Guémour, Timothée Mémon, tous les gars du COMEX qui seront avec nous cette année et qui sont évidemment contributeurs dans la revue de l'After, que je vous invite donc à partager et à acheter. Les gars, merci beaucoup pour cette première émission de l'année. J'espère qu'elle vous a plu malgré les résultats décevants de ces élections. Flo, merci à toi aussi. On t'a un petit peu moins entendu parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques, mais merci pour les différentes interventions que tu as fait. Et nous, on se retrouve, alors pas la semaine prochaine, notre petit changement est dans 2 semaines, puisque le podcast du COMEX passe en bimensuel cette année. Donc on se retrouvera que dans 2 petites semaines, mais voilà, vous avez plein de petits contenus bonus qui viendront sur les réseaux sociaux. Pensez à vous abonner. Merci à tous et ciao ciao, bye.